Bonjour Bernard Hureau. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle existe depuis 1977. Oui. Des luttes, il en a vu passer beaucoup de victoires. Mais ces derniers temps, les travailleurs frontaliers doivent faire face à une menace concernant leur emploi pour lesquels ils se sont battus pendant tant d'années. C'est une lutte qui s'annonce et qui est pour vous sans précédent? Oui, c'est sans précédent puisque sur les 20 000 travailleurs frontaliers que compte la Moselle-Est vers Saarland, vers la Sarre et vers le Palatinat, sur les 20 000 emplois, on risque de perdre 2 500 à 3 000 emplois transfrontaliers. On prend l'exemple de Ford, 5 000 personnes, ZF à partir de 2025 jusqu'à l'horizon 2030, 7 000 personnes, Kubota que nous venons d'apprendre 20% de l'effectif, Tadano, qui produit des moissonneuses-batteuses, avait cette année un carnet de commandes de plus de 2000 moissonneuses-batteuses l'année prochaine. Le carnet de commandes se limite à 1000 moissonneuses-batteuses qui laissent prédire des suppressions d'emplois. Donc plus de 10 000 emplois qui vont être supprimés au total. Oui, facilement. Si on prend les 7 000 de ZF, 5 000 de Ford, on est déjà à 12 000. Donc c'est une année noire, quoi. Est-ce qu'on est sûr des chiffres annoncés? On est sûr des chiffres annoncés. Ford, on le sait bien, 5 000, c'est bon. Dans la presse, il est paru que jusqu'à l'horizon 2030, 7 000 emplois disparaissent chez ZF. Donc ce sont des chiffres qui sont sûrs. Je le disais, c'est une lutte sans précédent, puisque autant de fermetures en un temps si restreint, c'est quand même du jamais vu. Le bilan, il est catastrophique, évidemment. Comment on explique, selon vous, ces décisions? Si on prend l'exemple maintenant de Michelin-Hombourg, qui supprime 800 emplois pour les délocaliser en Espagne, on délocalise à l'intérieur de l'UE, et ça c'est pour satisfaire l'appétit du capital. Main-d'œuvre moins chère? Oui, main-d'œuvre moins chère. ZF qui ne produira plus de boîtes de vitesse les produira certainement dans les pays de l'Est où il y a une main-d'œuvre encore moins chère. Et donc c'est malsain pour l'industrie, pour les gens, pour l'emploi. Le passage à l'électrique y est aussi peut-être pour quelque chose? Bien sûr, d'ici 2035, l'Union européenne a décidé de passer à l'électrique. Donc là, sur une période très courte, on ne produira plus de boîtes de vitesse ou de moteurs thermiques. Est-ce qu'on doit craindre une fermeture définitive des usines? Je pense à Michelin ou ZF à terme. Ça, je ne peux pas le dire, mais je pense que là, on est sur une mauvaise pente. Et tout ça pour assouvir l'appétit du capital. C'est la vraie raison. Et ces travailleurs donc, qui vont se retrouver sans emploi, ils vont revenir travailler en France, on peut l'imaginer pour certains d'entre eux. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'il y a de la place pour eux? Est-ce qu'ils vont réussir à retrouver un emploi derrière? Un travailleur frontalier qui se retrouve au chômage s'inscrit à Pôle emploi en France. Ensuite, le marché du travail, il est ce qu'il est ici chez nous. Il n'y a pas tellement d'emplois à pourvoir. Et si nous sommes travailleurs frontaliers, c'était pas par convenance personnelle, c'est qu'il nous fallait un travail. Donc, on est allé en Allemagne. Pour certains, il fallait maîtriser la langue. Et donc, on s'est donné du mal à s'intégrer en Allemagne. Je pense notamment à l'ouverture prochaine de l'usine Holosolis à Ambach, qui va créer des milliers d'emplois. Est-ce que ça sera suffisant? Non. Je dirais non, et puis elle pourra absorber quelques emplois. Mais je pense sur une masse de, comme je disais, sur 20 000, s'il y a 25 ou 30% d'emplois qui disparaissent, donc le calcul est vite fait, ça ne suffira pas. Le Land de Sarre, enfin on parle de la région de la Sarre, est-ce qu'elle peut se passer de ces travailleurs frontaliers? Si nous sommes là, c'est qu'il y avait un besoin. Et lorsque vous disposez d'une formation technique, vous êtes bilingue, c'est un gros avantage pour les entreprises. Alors cette inquiétude justifiée de ces travailleurs dont l'emploi est menacé, voire complètement supprimé, c'était un des sujets à l'ordre du jour de la 46e Assemblée Générale du Comité. Il s'est déroulé hier, dimanche, et des centaines d'adhérents étaient présents, 500. Je vous propose de regarder un retour en images. Oui, le rouleau compresseur macronien
Le Sieur 49.3. Les années passent et le mouvement syndical ne s'essouffle pas, avec notamment comme mot d'ordre non aux discriminations qui touchent les travailleurs frontaliers, non à la casse sociale, non au travail jusqu'au tombeau et non à la guerre. Le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle a attiré lors de son assemblée générale beaucoup de participants. C'est toujours un temps fort, comme je viens de le dire, et c'est surtout ce qui est important pour nous, c'est les encouragements des adhérents qui sont là aujourd'hui. Il faut savoir que nous avons démarré l'association en 1977, on était 4 militants syndicaux et aujourd'hui nous sommes près de 13 000. Hier, les motivations des adhérents étaient précises. On sait des nouveautés et puis comment qu'il faut agir. Être renseigné par rapport à certaines choses, par rapport aux droits qu'on peut avoir. Surtout ça, parce que je connais rien du tout. Au niveau de la retraite, par exemple, j'aimerais bien connaître mes droits pour partir, avec combien, et avec des années travailler en France, en Allemagne, comment que ça se passe. C'est surtout beaucoup de questions que j'ai par rapport à tout ça. Connaître les nouveautés sur les luttes, parce que quand même ça fait plus de 30 ans que ça lutte contre beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Et là, il y a vraiment un soutien. On peut aller aux permanences quand il y a un problème. À l'époque, quand je voulais aller à la retraite aussi, je me suis renseigné sur tout. On a des bons conseils. Les problématiques à l'origine de la création du comité de défense il y a près d'un demi-siècle restent encore à la base de ces actions aujourd'hui. Informer les travailleurs sur leurs droits, défendre leurs intérêts et agir auprès des autorités nationales, internationales, pour faire aboutir leurs légitimes revendications. C'est un combat permanent, donc ça fait... moi je suis tombé dans la marmite syndicale à l'âge de 14 ans, je suis un ouvrier du livre, compositeur typographe, donc je me suis toujours battu toute ma vie, et ça continue. D'autant que ce ne sont pas les motifs de mécontentement qui manquent. Des écoles ferment, manque de professeurs, manque de médecins, manque de médicaments, manque de pédiatres, baisse du pouvoir d'achat, l'inflation, 20% sur la nourriture et j'en passe. Oui, un beau pédigré pour la 5e puissance du monde. Bernard Hurault, on l'a vu dans ce reportage, donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter pendant le résumé de cette Assemblée générale. On voit que les sujets sont très nombreux. Quels sont les autres gros dossiers, mis à part cette préoccupation pour la suppression des emplois, les autres gros dossiers du moment? Un gros dossier, nous avons la CSG, le CRDS, donc les prélèvements sociaux sur les retraites allemandes. Qu'est-ce que nous avons? L'allocation de rentrée scolaire, qui, elle, est versée non pas au mois d'août comme pour les Français, mais plus tard. Donc, si vous avez un enfant étudiant qui est à la fac, donc c'est après avoir eu cette attestation scolaire, donc l'allocation de rentrée scolaire est versée au mois de janvier. Quel dossier nous avons encore? L'Übergangsgeld, qui est une prestation compensatoire lorsque vous êtes en cure en Allemagne, versée par la caisse de retraite allemande, donc qui est encore imposée. Ça, c'est le seul dossier qui nous reste encore au niveau de l'imposition. En ce qui concerne le chômage partiel, ça a été réglé. Qu'est-ce que nous avons encore comme problème au niveau du... je ne sais plus. Des retraites? Des retraites. Certainement. Oui. Ça, c'est le combat historique. Oui, non, les retraites, donc c'est-à-dire l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur la retraite allemande. Donc oui, on l'a vu. Donc les gros dossiers donc ne manquent pas. Le contexte actuel amène à se poser une question. Est-ce que c'est encore avantageux aujourd'hui pour nous, Français, d'aller travailler en Allemagne? Comme dit tout à l'heure, nous, on est tributaires des emplois qui sont disponibles. Hein. Donc si on trouve un emploi en France, bien sûr, on peut aller en France, mais on va aussi en Allemagne. Et avec le coût de la vie, avec tous ces questionnements, est-ce que c'est encore avantageux? Tout le monde est impacté par le coût de la vie. Hein. Maintenant, si je prends le prix des carburants, de l'énergie, en permanence, nous recevons des gens qui nous disent, voilà, on se limite à un repas par jour, on réduit le chauffage, donc il manque de l'argent, les gens n'ont plus assez de moyens pour vivre. Pour ceux qui y vont encore, pour ceux qui travaillent en Allemagne, est-ce qu'ils se syndiquent encore? En Allemagne, il y a une forte mobilisation syndicale par rapport à chez nous. Nous, on encourage nos travailleurs frontaliers d'être adhérents chez nous et surtout d'être syndiqués en Allemagne. C'est que par la lutte syndicale qu'on peut arriver à des avancées ou défendre son emploi. Oui, ça m'amène à ma prochaine question. Donc, c'est aujourd'hui 13 000 membres, donc le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Ces adhérents, on l'a vu dans le sujet, hein, mine de rien, ils vieillissent. Est-ce qu'ils seront remplacés dans 10-20 ans
Nous, ce que nous aimerions, c'est que nous ayons beaucoup plus de jeunes qui soient adhérents, beaucoup plus de jeunes qui viennent nous soutenir. Nous sommes prêts à accueillir des jeunes, à les former pour tenir des permanences. C'est vrai que nous nous autofinançons avec nos cotisations. Nous avons 3 salariés, 2 secrétaires, 1 juriste. Il faut faire tourner la boutique, comme on dit. Et donc, mais c'est intéressant, ce travail. Je peux que dire aux auditeurs qui nous regardent, aux jeunes, c'est intéressant de travailler au comité des frontaliers, de participer aux permanences. Et là, on a vraiment un œil sur le quotidien des gens. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir des compétences. Et le comité des frontaliers regroupe beaucoup de compétences, que ce soit au niveau social, caisse de retraite, caisse de maladie, fiscale, droit du travail. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre objectif et notre raison d'être, c'est que nous remplissons les cases laissées vides par le service public, qui diminue. Maintenant, le service public, c'est l'accueil dans les caisses de maladie, caisses de retraite, les permanences des caisses de retraite qui ferment. Donc, nous, on intervient, on est un guichet multiservice au service des travailleurs frontaliers. On peut appeler ça comme ça. Vous êtes le porte-parole de tous ces les porte-parole de tous ces travailleurs. Bien sûr, on est les porte-parole. Chacun de nous est porte-parole. Moi, je suis secrétaire général, il y a vice-président, président, mais le travail qui est important pour nous, c'est le contact avec les frontaliers en permanence. On conseille, on guide, on intervient. On fait ce qu'il faut pour nos travailleurs frontaliers. Voilà. Donc rejoignez le comité de défense des travailleurs frontaliers, puisqu'en plus c'est d'autant plus important au vu du contexte actuel. Et on suivra bien évidemment ce dossier de près. Je souhaite du courage à tous ceux qui sont concernés, évidemment. Et je vous souhaite du courage à vous pour les luttes à venir, Bernard Eurault. Et puis vous passerez le bonjour à Arsène Schmitt de notre part. J'y manquerai pas. Et merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir été mon invité.